Je pense qu'on a éduqué, depuis 60 ans, toute une population dans 2 mensonges en Algérie. 2 mensonges majeurs. Le premier mensonge, on leur a appris que la France avait perdu la guerre. Oui, j'ai pas dit ça. Ça ne peut être qu'en accord avec J'ai le pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il faut qu'ils Bon. arrêtent de se cacher derrière la décision. Alors, Donc, moi, je disais, il y a non mais il y a un ensemble, il y a un ensemble de politiques. Il y a Allez-y, pardon. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce débat exceptionnel qui met face à face 2 figures incontournables du paysage médiatique et intellectuel français. Éric Zemmour, essayiste polémiste connu pour ses analyses tranchées sur l'histoire et l'identité nationale, et Alain Duhamel, journaliste politique de renom, dont la carrière est marquée par une expertise aiguisée de la vie politique française. Au cœur de cette confrontation, la manière dont la guerre d'Algérie est enseignée est perçue de part et d'autre de la Méditerranée. Pour Éric Zemmour, depuis 60 ans, un récit biaisé aurait été inculqué aux jeunes générations. D'un côté, les Français auraient grandi avec l'idée que leur pays a perdu la guerre, tandis que de l'autre, les Algériens auraient été nourris d'une vision idéalisée de leur passé, où la France aurait pillé un Eldorado. Selon lui, ces récits, qu'il qualifie de mensongers, alimenteraient aujourd'hui une perception erronée de la relation entre les 2 nations, renforçant l'idée d'une dette de la France envers l'Algérie. Mais au-delà de cette vision, il est essentiel de replacer ce débat dans un contexte plus large où les mémoires s'affrontent et où l'histoire continue d'être un enjeu politique majeur. Cet homme. évidemment. Bon. Le président Macron en fait revanche, assez ? Comment ? Le président Macron en fait assez ? Alors justement, j'allais te dire, là où je ne suis pas d'accord avec Alain Duhamel, c'est quand il dit que le rapport de force est inopérant. Je comprends ce qu'il veut dire, évidemment, que l'Algérie, le gouvernement d'Algérie se nourrit du rapport de force pour accréditer la thèse auprès de son peuple qu'il est le plus grand adversaire de la France, ONU. Et qu'il incarne la fierté nationale, Bien sûr, etc. j'ai bien compris. Sauf que je pense quand même, connaissant un peu l'Algérie et les Algériens, que ils ne respectent que le rapport de force. Et que assumer un rapport de force avec eux suscite d'abord leur respect. Et deuxièmement, ils sont prêts à considérer les choses différemment. Je pense qu'il faut au contraire, mettre tout sur la table. Je pense qu'il faut évidemment bloquer leur visa. Je pense qu'il faut bloquer, par exemple, leur compte. Et pourquoi pas saisir leurs biens, et pourquoi pas même, je parle des dignitaires du gouvernement algérien, évidemment, et pourquoi pas même ouvrir leur compte bancaire. Ça intéresserait leur peuple de voir où passe l'argent de l'Algérie. Du gaz, par exemple, et de l'aide publique au développement, etc., etc. Donc je pense qu'il faut utiliser tous les moyens. D'accord. Question bête d'Alain Duhamel à Éric Zemmour. Quel est l'exemple où ce système a marché avec l'Algérie ? Mais il n'y a pas d'exemple où ce système a marché parce que ce système n'a jamais été... jamais. Le fait de continuer à monter, et puis qui cède. On l'a jamais fait. On a toujours cédé. On a toujours cédé. Même le général de Gaulle a cédé. Même le général de Gaulle a lâché. Les accords d'Évian s'est négocié n'importe comment. Le traité de 68 s'est négocié n'importe comment. Oui. Même le général de Gaulle était faible avec l'Algérie parce qu'il voulait s'en débarrasser. Alors, je vais vous dire. Alors, imaginez les successeurs. Bon, alors, l'idée qu'on a été faible au moment des accords d'Évian... Ah, on a été plus que faible, Alain Duhamel. Je trouve que ce qui a été terrible, ça a été la mise en œuvre des accords d'Évian, et notamment par la France. Ah, vous dites ça, vous? Oui, je trouve que la France n'a pas assez défendu les Français qui étaient encore en Algérie et les harkis. Mon cher Alain Duhamel, vous savez bien, vous avez lu comme moi, c'était De Gaulle de perfide. Bon, vous avez donc l'énoncé. Je ne fais que ça tous les matins. On est d'accord des propos du général de Gaulle qui ne voulait ni des harkis, ni même des pieds noirs. Des harkis parce qu'ils étaient musulmans et qu'ils ne voulaient pas, selon la formule célèbre, que son village devint Colombey les 2 mosquées. Et les pieds noirs parce qu'ils n'aimaient pas les pieds noirs et qu'ils pensaient qu'ils pouvaient vivre au sein du gouvernement avec le Ils n'aimaient pas les pieds noirs parce qu'ils pensaient qu'ils avaient été tous girodistes. Exactement, voire pétainistes. Peu importe. Tout ça pour vous dire que les accords d'Évian n'ont pas été respectés par le gouvernement algérien. Oui. Parce que quand même, les pieds noirs devaient pouvoir vivre en Algérie. Or, ils ont été menacés de mort.
Non, mais parce que c'est très important cette histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on parle de l'Algérie, puisque vous nous avez lancé sur l'Algérie, je pense qu'on a éduqué depuis 60 ans toute une population dans 2 mensonges en Algérie. 2 mensonges majeurs. Le premier mensonge, on leur a appris que la France avait perdu la guerre. Oui, oui, bien sûr. Or, c'est faux. Ben oui, bien sûr. Non seulement l'armée française a éradiqué le terrorisme, fameuse bataille d'Alger, mais en plus, l'armée du FLN n'a jamais combattu l'armée française. Elle est restée derrière la frontière. Non, mais ça n'est l'armée française n'a pas perdu. On est d'accord, il n'y a pas de Dien Bien Phu en Algérie. Deuxième mensonge. On a éduqué les Algériens dans l'idée fantasmatique que l'Algérie était une espèce d'Eldorado et que la France l'avait pillée. Or, c'est exactement l'inverse. L'Algérie, je le répète sans cesse, était un cloaque infâme où il y avait des épidémies à n'en plus savoir qu'en faire. Et c'est la France, et c'est les colons français, les fameux pieds noirs, qui ont cultivé la terre, éradiqué les épidémies, construit des routes, etc. Oui. Il y a une conséquence à cela, Alain Duhamel. Et je vous laisserai ensuite répondre. Il y a une conséquence à gentil. cela. Non, mais je veux dire, je ne vais pas trop m'éterniser. Il y a une conséquence grave à cela. C'est qu'on a éduqué les Algériens là-bas, et surtout ceux qui venaient ici, paradoxalement, dans la haine de la France, dans la détestation de la France. Et dans l'idée que, même si on volait, pillait, ou même profitait abusivement des allocations sociales, tout cela n'était pas grave parce que c'était un dû. Un dû que la France remboursait. Et par exemple, regardez le drame de Crépol. Et j'ai fini, vraiment. Je finis vraiment. Quel est le rapport avec Crépol? Je vais vous dire, le drame de Crépol. On sait aujourd'hui que... L'assassinat du petit Thomas. Exactement, l'assassinat du petit Thomas, que c'est un crime, on peut dire raciste, puisque on a des vidéos, on sait les insultes. Votre expression, c'est francocide. Francocide, exactement. La justice, pour l'instant, ne l'a pas démontré. Je sais, mais ce que je veux dire... Non, on part pas loin. Ce que je veux dire, c'est on voit bien dans cette détestation les conséquences qu'il y a jusqu'au crime de Français. On peut le dire plus brièvement en disant que effectivement la rente mémorielle de l'Algérie, c'est de dire que la France c'est l'abomination de la désolation et que c'est elle qui a tous les torts. C'est leur propagande nationale organisée, permanente et éternelle, en tout cas depuis qu'ils existent. Bon, donc là-dessus, c'est pas, je dirais, entre nous, c'est pas un sujet de débat. C'est une réalité. Mais la question qui est entre nous est intéressante parce que elle est plus contradictoire. C'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui, non pas qu'il soit symboliquement une démonstration de fierté française, etc., mais qui entraîne un changement d'attitude de l'Algérie. Moi, je pense qu'il faut mener une politique globale, je dis bien globale, qui est qu'il faut rompre avec l'Algérie, et selon l'expression célèbre, on a divorcé, mais il faut plus garder les enfants. C'est-à-dire que autrement dit, il faut plus d'accord, plus de gaz, bien entendu. On supprime, on renonce au fameux traité de 68. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse rapide. J'ai lu hier. Je me méfie des petites parenthèses rapides d'Éric Zemmour. J'ai lu hier dans le Figaro un excellent papier de Monsieur Hugourdin, qui était un conseiller de Monsieur Balladur et qui était oui, je l'ai aussi, qui explique très bien que le président de la République n'est pas le seul à prendre cette décision et que le gouvernement François Bayrou et le Parlement, donc François Bayrou peut la prendre et Monsieur Retailleau peut la prendre. Il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière Monsieur Macron. Ça n'est pas exactement ça. Ce qui est établi par le papier, qui était d'ailleurs très convaincant et très bien fait, c'était qu'il y avait un pouvoir du gouvernement et du Parlement, mais pas en l'absence du président. J'ai pas dit ça. Ça ne peut être qu'en accord avec le président. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière la décision. Alors, donc, je disais, il y a il y a un ensemble. Il y a un ensemble de politiques. Allez-y, pardon. Il y a un ensemble qui existe effectivement. Et on le voit encore à propos d'un écrivain, mais d'un très bon écrivain d'ailleurs, comme on le voit dans toutes les affaires qui nous opposent, sur les expulsions, etc. La réalité derrière tout ça, c'est que la bagarre entre la France et l'Algérie, c'est une bagarre marocaine.
À cause du S'il y a Sahara une crise, occidental. s'il y a une crise entre la France et l'Algérie, c'est parce que Emmanuel Macron, lassé d'essayer en vain d'améliorer les choses avec l'Algérie C'est rangé comme du il côté le du Maroc. fait,